Il y a toujours une solution. On peut toujours trouver une solution. Ceux qui disent oui, mais j'ai pas le budget. Déjà, bien définir son projet en amont, ça c'est vraiment important. Mais oui, il faut croire en ses rêves. Tu es avec eux, tu relis leurs documents, donc tu les rassures. Ce qui bloque vraiment la plupart des dossiers, c'est de trouver le terrain, de comprendre la législation. Et c'est justement l'objet de cette discussion aujourd'hui, c'est de comprendre le maquis de la réglementation, comment présenter son dossier, quel type de terrain trouver pour pouvoir mener son projet d'hébergement insolite de A à Z. On arrive à la fin. Presque. Salut à tous et bienvenue sur La Maison dans les Bois. Aujourd'hui, on a un épisode ultra concret pour tous ceux qui rêvent d'installer un dôme géodésique, que ce soit pour louer en courte durée ou même y vivre à l'année. J'ai eu la chance d'interviewer Céline Chatriot, une vraie experte en urbanisme alternatif et fondatrice d'EasyPlace. Elle accompagne les porteurs de projets partout en France pour installer des tiny houses, des habitats légers et bien sûr des dômes. Dans cet échange, Céline partage tout ce que vous devez savoir pour choisir le bon terrain, comprendre les règles d'urbanisme, même quand le terrain est non constructible, et surtout convaincre la mairie. Alors si vous voulez passer du projet à l'action et éviter les erreurs classiques, cette vidéo est faite pour vous. Et si vous voulez vous faire accompagner pour choisir votre terrain et votre futur dôme, direction geodome.co. Allez, c'est parti pour l'interview de Céline. Bonjour Guillaume. Je suis ravi de t'accueillir ici dans La Maison dans les Bois et aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler d'hébergement insolite mais surtout des aspects plus réglementaires, urbanistiques puisque c'est ta partie. Alors déjà si tu peux commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Très bien, merci et merci de m'accueillir chez toi. Donc bonjour à tous, je m'appelle Céline Chatriot, je suis gérante de la société EasyPlace et mon métier à moi est d'accompagner les porteurs de projets sur la partie foncier et urbanisme pour un projet soit insolite, soit un peu plus on va dire simple comme une tiny house. J'accompagne dans tout ce qui est petit, donc micro-habitat, donc tiny house, ça peut être des dômes géodésiques, tout autre habitat qu'on appelle habitat alternatif pour sa résidence principale ou pour de l'hébergement touristique. On pourrait commencer cette discussion en essayant de faire le point sur les choses vraiment importantes sur lesquelles il faut se pencher avant d'acheter un terrain déjà. Tout à fait Guillaume. Déjà il faut rappeler une chose, c'est qu'au niveau de l'urbanisme, en France on n'a pas des règles qui sont uniformes pour toutes les régions de France. En fait chaque région est régie par ce qu'on appelle un plan local d'urbanisme pour les régions en tout cas qui ont un plan local d'urbanisme ou ce qu'on appelle le PLU ou le PLUI s'il est intercommunal, c'est-à-dire regroupement de régions. Et après il y a encore des petites villes ou des petits villages qui n'ont pas encore de plan local d'urbanisme et qui sont du coup assujettis au RNU, au Règlement National d'Urbanisme. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident pour tout un chacun de savoir comment je m'y prends, quelles sont les règles, puisqu'elles sont propres à sur chaque commune. Donc quand je recherche du côté de Saint-Dizier ou du côté de Nantes ou de Lille, les règles ne seront pas les mêmes. Ok, donc si je comprends bien, on a le RNU, le Règlement National d'Urbanisme, qui est le protocole de base pour savoir comment un terrain est classé, ce qu'on peut y faire, donner l'ensemble des règles de droit. Et si on va plus loin, quand c'est un peu plus structuré, on a le PLU qui rajoute des couches au RNU, hein, c'est ça? L'avantage du PLU, contrairement au RNU, le RNU va définir des zones qui sont urbanisées, des zones qui ne le sont pas. Et c'est pas forcément détaillé, après c'est le code de la construction qui intervient. Le plan local d'urbanisme va vraiment définir un système de zonage, donc urbanisé, non urbanisé, mais après on va retrouver certaines lettres, par exemple si c'est une zone de loisirs, touristique, si c'est urbanisé mais plutôt hameau ou vraiment à développer. Et à l'intérieur même de ce zonage-là, tu as des règles des règles architecturales sur ce que tu peux faire ou pas faire, le type de toiture, le type de menuiserie, ainsi de suite. Donc c'est vraiment il faut voir ça comme un maillage et tu ouvres déjà on va dire la ville, la région, la ville et après tu as le terrain, où il est le terrain et en fonction de ce terrain-là. Donc on zoome de plus en plus serré sur... entonnoir, voilà, tout à fait. Et là ensuite on va savoir ce qui est possible de faire et ce qui ne l'est pas. Ouais.
Donc l'ensemble de ces règles, en fait, c'est pas simplement fait pour embêter les gens, hein, c'est vraiment pour garantir aussi une unité. Par exemple, sur un territoire, si on doit respecter des caractéristiques d'architecture, ça peut être aussi, on a une autre problématique qui est la présence de monuments historiques. La France est mitée, enfin en tout cas, il y a énormément de monuments historiques partout. Donc on sait que dans un certain périmètre autour, ça va être encore plus contraint puisqu'il y a l'avis d'une autre personne à demander qui est l'architecte des bâtiments de France. Mais grosso modo, l'idée c'est que on ne fasse pas n'importe quoi n'importe où, et c'est pas parce qu'on achète un terrain agricole qu'on va pouvoir poser un dôme dessus, et heureusement quelque part, puisqu'il faut aussi laisser des espaces naturels. Tout à fait, il y a ça, mais également aussi les directives de la commune. Quels sont ses besoins? Est-ce que c'est une ville qui a besoin de se développer? Oui ou non? Est-ce que c'est une ville qui accueille des familles? Donc du coup, ils ont besoin d'un certain nombre d'infrastructures. Donc est-ce qu'ils veulent ou pas densifier ou pas. Il y a également ce qu'on appelle, il y a la loi ZAN, hein, on ne peut pas zéro artificiation des sols. Il y a même une prise de conscience qui est faite d'un point de vue environnemental, qui est très important. Donc, alors, elle a été, je crois, suspendue pour l'instant. Tout à fait, voilà. Ouais, tout à fait. Ça a été, là, on attend. Potentiellement, ça peut reprendre. Complètement. Tout est, en tout cas, ce qu'on veut dire par là, c'est que on n'est pas là. On peut dire oui, ça nous embête, bien évidemment, parce qu'il y a des règles, mais on est obligé d'avoir des règles parce qu'il faut aussi garantir une certaine harmonie, on va dire un vivre ensemble, hein, qui est important, et d'un point de vue aussi design, architectural, que ça puisse, que tout le monde ne fasse pas n'importe quoi. Et quand on cherche un terrain, c'est important, la première chose qu'on fait, c'est d'aller voir le cadastre et savoir comment il est classé. Donc est-ce que tu peux nous éclairer en quelques mots là-dessus, s'il te plaît? Oui, alors déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est est-ce que c'est un terrain dit constructible ou un terrain non constructible? Ça, c'est vraiment important. Tous les terrains, alors terrain de loisirs, ça c'est ce qu'on retrouve souvent dans les annonces qu'on peut retrouver sur le Bon Coin ou ailleurs, mais le terrain de loisirs, en fait, c'est un terrain non constructible. Souvent, c'est des terrains dits naturels, donc ils sont en zonage naturel ou forestier. Si vous voulez la lettre F, ça veut dire c'est de la forêt, et là, on ne peut pas construire. C'est impossible à construire. On peut toutefois, des fois, imaginer... Sauf ici. Alors là, on est encore sur un... C'est encore non, ici, c'est un lotissement forestier, donc voilà, c'est vraiment particulier. Mais tu peux aussi avoir, aussi sur un même terrain, plusieurs zonages. Tu peux avoir une partie qui est dite constructible et une autre partie de ton terrain, là, par exemple, qui est non constructible. Et ça, c'est des terrains, ce qu'on appelle un peu des pépites, parce que tu peux, donc, du coup, installer une tiny house sur la partie constructible et profiter de ton terrain, parce que tu as une partie qui est non constructible. Voilà. Et ça sera par contre plus compliqué de mettre ta tiny au fond de parcelle. Après, il y a des choses qu'on peut éventuellement imaginer parce qu'on est sur des petites superficies. Donc après, on peut peut-être les déclarer autrement. Donc c'est des montages que je réalise pour mes clients. Mais pour revenir vraiment à la question du terrain de loisir, donc c'est des terrains donc non constructibles. Donc par exemple, une tiny house, elle peut être catégorisée RML, résidence mobile de loisirs. Mais sur un terrain non constructible, tu pourras la mettre que 3 mois, comme pour un camping-car. Une caravane, voilà, c'est ça. Donc c'est à la fois... Sans déclaration, c'est 3 mois maximum. Maximum. Après, tu peux faire une déclaration pour demander de mettre un peu plus que 3 mois et voire 6 mois, éventuellement. Ça peut passer, hein. Ça peut passer. 6 mois, c'est intéressant parce que ça peut faire déjà un business plan qui peut tenir la route sur 6 mois. Oui, là, j'accompagne les clients. On est sur un terrain donc dit de loisir, mais un terrain non constructible. Ils veulent mettre une tiny house et ils disent bon, 3 mois, c'est un peu juste. On aimerait bien pouvoir profiter de mai à septembre. On va faire une demande, une déclaration pour cette tiny. On la déclare en RML, en résidence mobile de loisirs, comme un camping-car, pour essayer de l'avoir sur 5 mois. Sur 6 mois, si c'est pas possible sur 5 mois. Après, encore une fois, c'est la négociation qui sera faite avec la commune. C'est ça, j'ai un client qui est en train d'installer un dôme dans les Pyrénées-Orientales et effectivement, il a une autorisation pour 6 mois. Donc tous les 6 mois, il doit démonter son dôme, laisser le terrain retour à la nature. Et puis donc ça correspond à la zone, à la période hivernale, donc c'est très bien. Et donc il faut qu'il calcule en fait dans son business plan la partie montage-démontage, combien de temps ça lui prend, etc. pour pouvoir savoir si son activité est pérenne ou pas. Là, il faut savoir sur tous ces terrains-là, il y aura de l'adaptation, il y a la notion, on va en parler un peu plus tard aussi, toute la partie raccordement. Oui. Là, sur ces clients dont je parlais, là on sera 100% autonome. Ça sera une tiny qui sera 100% autonome parce que ce terrain-là, on ne pourra pas le viabiliser. Voilà. Mais il a l'avantage aussi d'avoir un super spot, c'est une petite pépite qui est très bien. Et pour eux, ils veulent juste avoir une résidence secondaire, un petit terrain, avoir l'esprit minimaliste, tiny, déconnexion.
et voilà. Je reviens un instant sur les terrains de loisirs, car on voit des fois des terrains de loisirs avec des parties cadastrées. Par exemple, on a un cabanon qui fait 20 mètres carrés, qui est cadastré. Est-ce que c'est un avantage ou pas? Est-ce que potentiellement on peut utiliser cette surface en disant elle est déjà d'office ici, elle est cadastrée? Comment on peut exploiter un terrain comme ça, par exemple? C'est toujours un peu... on est toujours aux frontières. Ouais, voilà, on est à la frontière. Donc c'est bien parce que c'est cadastré. Donc ça fait prescription parce que du coup, il y est. Donc il est cadastré, il est là. Donc on a une superficie qui est là de 20 mètres carrés. Donc très bien. Au terme de la loi, en fait, c'est-à-dire qu'on peut retirer ce qui est dessus. Si c'est un petit chalet bois qui est peut-être en ruine ou autre, voilà, un vieux garage ou quelque chose. Et refaire quelque chose sans problème. Mais normalement, ça va être soumis aussi à déclaration, si on le refait. Mais il y en a beaucoup qui, en fait, comme c'est cadastré, ils sont là, donc ils réutilisent en fait cette surface qui est souvent des fois une dalle béton qui reste, parce qu'avant c'était comme ça qu'on construisait, et ils refont quelque chose sur ce 20 mètres carrés, et puis voilà, ça peut être aussi une possibilité. Ok, donc ça peut être potentiellement un type de terrain intéressant. Oui. Quand on cherche un terrain, quels sont pour toi la liste des documents qu'on doit absolument checker? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on s'intéresse à un terrain pour être sûr que ce terrain va pouvoir recevoir le projet qu'on prévoit? Alors chaque projet doit déjà bien définir son projet en amont, ça c'est vraiment important. Est-ce qu'il s'inscrit ou pas dans les souhaits de la commune si on a un projet touristique? Alors, on parlera des communes à un moment donné. Voilà, on parle de plus en plus aussi de la loi anti-Airbnb. Bon, après sur de l'insolite, bien souvent nous on n'est pas sur ces villes qui sont à forte tension, c'est vraiment lié sur la crise du logement. Nous la loi, en tout cas en ce qui me concerne, moi la loi Airbnb, je la vis pas. Parce qu'on est sur des villes plutôt reculées. C'est ça. Et au contraire, aujourd'hui, au niveau du tourisme, les personnes recherchent de plus en plus, être plutôt... avant, il y avait toujours l'attrait... des littoraux. Voilà, c'est ça, d'être en bord de mer, ainsi de suite. Oui, il est toujours là, cette attirance-là. Mais de plus en plus aussi, également, c'est dans les terres. Donc tant mieux, parce que ça amène aussi un tourisme qui est un peu différent, sur des expériences différentes. On peut aussi amener d'autres choses aussi, au-delà de l'habitat. Ça peut être aussi sur d'autres expériences qui peuvent être amenées habitat plus d'autres choses. On en parlait tout à l'heure du Dark Night. Dire pourquoi pas, ça peut être un dôme sur un endroit qui est juste magique au centre de la France, parce qu'à cet endroit-là, on a un ciel qui est juste fantastique. Ouais, là, on peut penser au Cantal, à la Corrèze, au Puy-de-Dôme. Là, il y a un projet dans le Gers sur lequel on est en train de travailler, où en plus, ça peut se mailler avec un festival d'astronomie. Mais carrément. Donc, et c'est ça, en fait. Donc, le concept, il est au-delà de l'habitat, il faut vraiment l'avoir pensé en amont. Et comment, après, on peut le présenter au niveau de la commune. Et bien évidemment, on va déjà commencer à regarder les documents, mais si on se met directement dans le PLU, pour moi, c'est pas forcément la bonne solution. Il faut déjà avoir pensé au produit, au concept en amont. C'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est pour moi me faire plaisir, parce que je recherche une résidence secondaire avec mes familles, ou est-ce que c'est un investissement, je veux diversifier l'immobilier, ou je veux apporter un concept qui n'existe pas encore aujourd'hui, donc j'analyse la région dans laquelle je veux être et qu'est-ce que je peux en faire. Je trouve que l'idée du festival, comme tu disais, c'est très bien, voir qu'est-ce qui se passe aussi dans cette commune-là, et comment je peux me greffer. Il y a un festival autour du cerf-volant, pourquoi pas d'avoir un habitat, et puis qui soit proche de cette commune-là et qui amène aussi une autre expérience, et pourquoi pas créer un atelier, le permettre de créer son cerf-volant. On n'est pas juste que sur la nuitée, en fait, il faut penser dans la globalité. Et après, effectivement, les documents qu'il faut prendre en ligne de compte, ça va être le plan local d'urbanisme. Est-ce qu'il y a eu un CU de réaliser, le CU certificat d'urbanisme, qui te dit ce que tu peux faire ou pas faire sur ce site-là. Les dômes géodésiques, il faut l'avoir en tête. Un dôme va être pas forcément le plus simple à venir s'implanter sur un terrain. Un terrain, imaginons sur un lotissement, on ne va pas mettre une création de dôme. En tout cas, dans certaines villes, ça dépend. Ici, il y a des dômes en bois dans le domaine. Voilà, mais là, il y a une vraie volonté politique de la commune de s'ouvrir sur d'autres habitats alternatifs. Les lignes bougent, mais pas partout encore. Donc, le dôme, on va pouvoir peut-être plus facilement le prévoir en annexe d'un bâtiment qui existe déjà, ou par exemple en gîte, mais il y a déjà une maison sur ce terrain-là, et on veut diversifier, on veut créer l'hébergement touristique un peu insolite, mais il y a déjà
à l'habitat, donc ça va être déclaré en annexe un peu différent qu'en résidence principale. Voilà, résidence principale, ils vont être très regardants sur on va chercher une harmonie avec les maisons qu'il y a autour. Donc les fois, et il suffit d'avoir les architectes des bâtiments de France, alors là c'est une contrainte supplémentaire. Donc toutes ces formes un peu arrondies peuvent être difficiles. Mais... Du coup, tu veux dire que ça peut donner des idées à certaines personnes qui regardent la vidéo. Vous avez un grand terrain avec une maison dessus et potentiellement vous pourriez déclarer en annexe un dôme que vous exploiteriez soit pour vous-même ou pour votre famille ou en location courte durée. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que déjà... Et ça, c'est plus simple quelque part que de partir d'un terrain off-grid, vierge, hors des réseaux, quoi. Oui, alors ça dépend, encore une fois, il n'y a pas une seule réponse, ça dépend où se trouve ce terrain-là. Lotissement, où il y a beaucoup de maisons autour, bah non, le dôme, ça va être compliqué, mais dès lors qu'on sort un peu plus, alors on va me dire, la zone agricole... Oui, mais zone agricole, vous pouvez le faire si vous êtes agriculteur. C'est ça. Sinon, on ne peut pas. Tout ce qui est agritourisme, là, vous pouvez le faire si vous êtes agriculteur. Mais vous pouvez vous retrouver avec des terrains qui sont, comme je disais tout à l'heure, une petite partie qui est constructible, une autre qui ne l'est pas, ou avec des vieilles granges ou autres. Mais du coup, il n'y a pas beaucoup de bâtis autour. Et la ville peut dire, ça peut être très chouette de créer un concept touristique à cet endroit-là. Ça s'y prête bien. Eux, ce qu'ils vont regarder, c'est l'accessibilité, les accès. Toute la gestion aussi des déchets aussi qu'il faut prendre en ligne de compte. Est-ce que le transport, poubelle, sécurité, des choses comme ça. Tout ça, voilà. Et tout dépend de la taille aussi du projet d'hébergement touristique. Donc il n'y a pas une seule et même réponse. En fait, c'est vraiment au cas par cas. Par contre, effectivement, dès lors que tu as déjà une maison et que tu veux rajouter un dôme, 20 mètres carrés, c'est une déclaration préalable. Donc une DP. Une DP, voilà. C'est un peu plus simple, surtout que bien souvent le dôme, il ne va pas être visible de la rue, il va être à l'arrière de la maison. Donc si tu veux, l'instructeur peut être moins regardant en se disant c'est une annexe de la résidence principale. Voilà. Est-ce que le fait que ce soit démontable ou parce que potentiellement on ne fait pas de dalle, donc on peut remettre c'est réversible et démontable. Est-ce que c'est plus facile à faire passer ? Par rapport à la Loisanne, ça peut être plus facile parce que, mais eux, ce qu'ils vont vraiment regarder, c'est plutôt le côté raccordement. Donc ça, pareil, il faut être vraiment raccord par rapport au terrain. Mais le côté réversible, c'est vraiment par rapport à la Loisanne, mais qui touche encore une fois plutôt les villes où il y a une forte tension. Donc nous, dans nos projets, bien souvent, on n'est pas vraiment concernés. Sur la Loisanne, j'avais lu un truc qui pouvait être intéressant pour nous pour l'implantation d'hébergements insolites et d'hébergements légers. C'était le fait que certaines communes rurales se retrouvaient bloquées parce que en fait, ça les mettait sous cloche quelque part cette loi. Ça n'avait pas été du tout imaginé dans le texte, mais voilà, certains maires de petites communes se sont retrouvés avec la commune mise sous cloche. Et potentiellement, dans ce cadre-là, je me disais, on peut récupérer peut-être, acheter des fonciers où il y a des vieux garages, des trucs, ou un ancien hangar agricole, ou je ne sais pas quoi. On détruit cette partie-là, on la renaturalise et on récupère, en fait, on redonne de la possibilité des droits à construire à la commune et à la place, on fait un hébergement insolite où il n'y a pas de dalle. Tout à fait, c'est très sans artificialiser. Je me suis dit ça, alors c'est un cas très particulier, mais potentiellement ça peut être une niche où on présente le projet de cette manière-là pour éviter d'avoir à artificialiser et faire passer son dossier. Du coup, ça demande quand même un certain coût, parce que tu as un coût de démolition et de venir renaturaliser ton sol. Mais ça peut être un très bon argument. Mais encore une fois, il faut amener la discussion et l'échange auprès de la commune. Oui, on va voir ça juste après la discussion et l'échange. Je voulais juste revenir aussi sur une autre idée. Dis-moi ce que tu en penses, parce que souvent je dis qu'on n'est pas obligé non plus d'acheter du foncier. Et dans le cas de l'agritourisme, potentiellement, vous pouvez faire un deal aussi avec un agriculteur et faire un co-investissement. Lui, il apporte le foncier, il apporte aussi peut-être l'expérience. Je ne sais pas si c'est un agriculteur de petite montagne ou de moyenne montagne qui fait du fromage ou des produits de la ferme, de la viande, que sais-je. Et investir avec lui sur un projet qui, du coup, lui rapporte une autre source de financement et vous permet d'éviter l'achat du foncier. On avait eu le cas comme ça dans un dôme au Maroc où le dôme était placé dans un resort. Donc, c'était un investisseur privé qui avait la propriété du dôme, mais tout ce qui était au sol, la gestion des réseaux, l'électricité, etc., était assuré par le resort. Donc, du coup, il y avait un partage des coûts et de l'investissement
qui peut être un modèle aussi intéressant. C'est un très très bon modèle parce que ça permet aussi d'avoir un ticket d'entrée qui est moins onéreux. Nous, à EasyPlace, on le fait à titre d'exemple là. Moi, j'ai un bien qui a un propriétaire qui détient un château, qui fait de l'événementiel, donc réception, mariage. Oui. Il manque d'hébergement, donc toutes ces personnes qui viennent pour le mariage doivent reprendre la voiture, trouver des hôtels aux alentours. Il n'a pas les moyens de s'acheter des hébergements type lodge, tiny house, plutôt habitat réversible ou des dômes. Et donc, du coup, on fait un partenariat, c'est-à-dire que moi, EasyPlace, je vais chercher des investisseurs pour qu'ils puissent être propriétaires de dômes ou de tiny house sur son terrain. Il y a donc une location et après il y a une répartition qui est faite entre le chiffre d'affaires et bien évidemment lui il met à disposition les réseaux, il y a tout un Ok, et ça c'est un modèle donc, que tu proposes déjà qui est vraiment intéressant. Alors bien évidemment après il y a quand même ces sujets quand même de déclaration aussi qui restent là. Oui, on passe pas sur l'urbanisme, ça voilà, c'est sûr. C'est sûr, mais en tout cas moi je m'en occupe, mais effectivement on n'est pas forcément obligé d'être propriétaire. Et avec l'agriculteur, carrément, lui il a besoin de diversifier aussi son chiffre d'affaires. Il ne peut pas toujours le faire parce qu'il a déjà des dettes. Et puis qu'il est déjà très occupé. Et il est déjà très occupé, il n'a pas forcément envie de s'en occuper. Et donc du coup, nous on est là aussi pour emmener des personnes qui peuvent dire moi ça m'intéresse, ça me permet d'avoir un investissement qui soit qui fait sens aussi, parce qu'en plus derrière l'agritourisme ça fait découvrir un territoire, ça fait découvrir des métiers, des personnes, donc ça crée du lien, donc c'est chouette. Et puis tout le monde, on est sur un deal gagnant-gagnant quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est vraiment le type de projet. Donc je garde l'idée là de ta recherche de co-investisseurs pour faire ces projets-là, parce que c'est vrai que j'ai des porteurs de projets que ça pourrait intéresser. Et il y a encore d'autres en termes de location qui est aussi possible de faire, ce qu'on appelle le PRL, le parc résidentiel de loisirs. Donc c'est des terrains en fait que je viens transformer en PRL, un parc résidentiel de loisirs. Alors on va dire c'est quoi un PRL? C'est ni plus ni moins comme un peu un camping mais avec des parcelles qui sont plus importantes, donc c'est minimum 200 mètres carrés. Donc le propriétaire de son terrain, donc souvent c'est des terrains dits non constructibles, mais qui sont en zonage qui le permettent en zone de touristique ou de loisirs. Et après on vient, donc c'est un permis d'aménager qu'on fait, et on vient dessiner donc par un géomètre, on vient parcelliser en fait complètement, chaque parcelle sera viabilisée. Et là tu es du coup locataire de ton terrain. Donc j'ai un projet qui était sur l'île de Léron, c'est comme ça que ça s'est fait. Tu es locataire de ton terrain et tu es propriétaire de ton habitat. Okay. Donc ça c'est chouette parce que du coup c'est pas toi qui supportes déjà les impôts fonciers, c'est le propriétaire. Toi tu loues, donc là pour le coup c'est 300, je fais d'ordre de prix, c'est entre 300 et 400 euros ton terrain au mois. Et après tu achètes, donc c'est vraiment intéressant parce que ça te permet de c'est un coût d'entrée effectivement vraiment un investissement qui est bas, tu achètes ta tiny house ou ton dôme, donc à peu près, allez on va dire sur 60 000 euros quelque part, tu peux avoir quelque chose de vraiment très bien, 4 saisons, et le PRL est ouvert toute l'année. Sur les dômes on est moins cher, mais voilà, tout dépend de ce que vous cherchez. Tout dépend de ce que tu cherches et la superficie, et puis après tu es ouvert toute l'année quoi. Donc tu peux vraiment profiter, et après tu peux aussi faire de la sous-location. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des équipements qui sont mis en commun du coup dans ce type de parc résidentiel de loisirs? Tout à fait. Type, je sais pas, piscine, peut-être une salle ou. Oui, alors souvent, tu peux avoir quelquefois les piscines. Alors souvent, c'est pas trop ce qui est recherché parce que ça peut être des nuisances un peu sonores ou autres. Mais tu as des contraintes aussi réglementaires. Des contraintes aussi en termes de sécurité, ainsi de suite. Par contre, tu as des zones collectives où tu peux avoir un bâtiment qui est là, des barbecues qui sont du coup collectifs, partagés. Terrain de boule ou de paddle ou de tennis, je sais pas quoi. Paddle aussi, c'est la grande mode. Et ça plaît beaucoup parce que du coup, on crée vraiment du lien. Chacun aussi a quand même son habitat. Donc il peut aussi faire ce qu'il veut sur sa parcelle et avoir des zones un petit peu ou du potager, mais plein de choses qu'on peut imaginer quoi. C'est marrant parce que j'ai l'impression que tu es en train de décrire le domaine où on habite, puisqu'on a aussi des terrains de tennis et une piscine en commun dans le domaine. Donc on doit être une sorte de parc résidentiel de loisirs quelque part. Alors tu habites aussi dans une ville qui est aussi vraiment qui est hyper engagée. Sur la partie environnementale, voilà, on parle des fois sur la bio, sur donc l'agriculture locale, sur l'emploi, sur l'habitat. Il y a plein de sujets ici qui sont où la mairie est vraiment en pointe. Mais tu as fait la transition en fait, parce que qu'est-ce qu'il faut voir dans un projet? C'est ça. On en parlait, c'est l'intérêt de la ville.
Il y a le combo finance, réglementation et mairie, quoi. Mairie, ça va plus loin, c'est-à-dire que souhaite ma ville, c'est-à-dire faire travailler les commerçants de ma ville, voilà. Créer de l'emploi, rayonner, être en relation avec les associations de ma ville. Pourquoi pas mon projet touristique demain, dire je peux aussi faire venir les écoles. Dire venez, là j'accompagne un couple, ils ont un projet d'hébergement touristique avec des alpagas. On a les animaux aussi, c'est super chouette. Et donc du coup, je leur dis clairement demain proposer aussi aux écoles une visite. Les écoles qui puissent venir comprendre qu'est-ce qu'un alpaga, c'est quoi les avantages, pourquoi les alpagas sur ce terrain-là, ainsi de suite, quoi. Et donc voir pas que le côté habitat, terrain, c'est vraiment s'inscrire dans la vie de la ville, quoi. Ouais, ok. Ouais, c'est intéressant. Mais ça, c'est effectivement, j'insiste aussi beaucoup quand on me contacte et que les personnes sont en début de projet et qui me disent comment je fais pour convaincre la mairie. C'est ça, c'est éviter d'être dans la position tout le temps du demandeur, mais d'être force de proposition. Et pour être force de proposition, il faut étudier exactement toute la possibilité du maillage territorial. Ici, par exemple, on est au bord du canal, donc tout ce qui est au bord du canal, on sait qu'on a des cyclistes. Oui. Vous pouvez être près de sentiers de grande randonnée, vous pouvez avoir un lac, des monuments historiques, un parc, je sais pas, moi je pense au Futuroscope, au Puy du Fou, des zones comme ça. Donc ça, les investisseurs sont déjà au courant s'ils savent qu'ils sont à moins de 30 minutes d'un aimant à tourisme, c'est tout bon. Mais il y a aussi du patrimoine de pays qui est à valoriser. Il y a plein d'expériences et comment on peut faire lier en fait l'ensemble de cette proposition du territoire avec ce projet de. Il faut être à l'écoute aussi de leurs problématiques parce que eux ils reçoivent les problématiques. Ouais. Des fois il y a un bâti qu'ils aimeraient bien rénover, mais ça manque de moyens. Ils ont tous les jours ils ont des sujets et le fait de pouvoir s'inscrire avec eux leurs problématiques, on vient pas comme tu dis juste je demande. C'est comment moi. J'apprécie beaucoup cette commune, j'ai ce projet-là, comment moi je peux m'inscrire et vous amener des solutions. Et là c'est différent, parce que tu n'es pas juste à dire j'aimerais... j'ai besoin de... J'ai besoin de... Voilà. Est-ce que vous pouvez accepter de... Parce qu'en fait les communes ils ont ça tout le temps. C'est ça, c'est le bureau des pleurs, les mairies. Oui, c'est ça, le bureau des pleurs. Donc par contre à avoir une autre posture. Voilà, et l'autre posture passe aussi par, j'ai lu parce que on a pris aussi connaissance des articles dans la presse. Exactement. Et du coup, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des demandes à ce niveau-là. La sensibilité du conseil municipal, qu'est-ce qui les intéresse? Oui, bien sûr. Est-ce qu'ils sont plus axés sur l'écologie, sur l'agriculture, sur le développement économique, etc. Et faire une proposition en accent là-dessus. Sur ce point-là, d'être vraiment dans la position d'offrir, d'avoir quelque chose à offrir plutôt que de demander aux mairies. J'ai même eu le cas de couple et je leur ai demandé est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous venez dans la commune? Par exemple, dans les communes rurales, souvent il y a la question des écoles qui vont fermer, etc. Donc si vous voulez faire votre projet de vie autour de cet hébergement insolite et que vous venez avec voire 2 enfants ou plus, vous apportez aussi du sang neuf quelque part à la commune et ça peut faire pencher la balance parce que vous allez pouvoir scolariser vos enfants en local, créer une activité en local et un nouveau foyer en local. Ça peut être extrêmement important dans des communes en dessous de 1000 habitants par exemple, c'est crucial. C'est ça. Et dans ces projets aussi de vie, tu as des reconversions, effectivement, ils veulent aller sur l'hébergement touristique, mais des fois, sur les 2 personnes, tu en as un qui va conserver aussi son emploi. Et donc, tu en as un, j'ai eu le cas, elle était infirmière libérale. Du coup, la commune, elle dit c'est super. Donc, tu as les enfants, mais tu as aussi le métier, un des 2. Il y en a un qui est professeur de musique. C'est pas forcément son activité, mais il le fait en plus. Il va amener aussi ça, le proposer en disant si c'est dans cette commune-là, effectivement, il n'y a pas où ça manque de profs de musique, top, tu vois. Donc il faut vraiment voir, à chaque fois, je leur dis bien, déjà quels sont vos atouts. Une infirmière, ça c'est super, c'est génial. C'est ça. Voilà. Quelqu'un qui bosse autour du social, qui est psychologue. D'aide à la personne. Voilà, donc aujourd'hui, en plus, de plus en plus de personnes ne font pas qu'un seul métier. C'est vrai, ils disent ok, je souhaite avoir 2 hébergements en plus pour m'occuper, créer des ateliers autour, je sais pas, du bien-être ou que sais-je. D'autres, c'est de dire, j'ai une personne, moi c'est vraiment, elle est psychologue
dédié aux enfants. Et elle veut profiter de cet endroit-là, qui soit aussi hybride, qui fasse de l'hébergement et aussi pouvoir accueillir... Des ateliers avec les enfants? Avec les enfants. Ok. Voilà. Donc il y a plein de choses. Donc c'est pour ça que le projet, on parle du projet. Et qu'est-ce que vous souhaitez? Il y en a qui voient l'hébergement, ils n'ont pas aussi pensé en disant « Ah bah oui, j'ai pas pensé que effectivement le fait que je sois infirmière, ça peut être un vrai plus. » Exactement, ouais. Donc à chaque fois, moi je les incite à créer un document de présentation, que ce soit quand même assez professionnel. Et il y a toujours la fameuse question « Qui suis-je ?» Et se présenter. Et présenter ses enfants, et d'où on vient, pourquoi, ainsi de suite, quoi. Ouais, et donc tu accompagnes aussi tes clients hein, sur cette partie-là. Oui. Soit je réalise pour eux le document. Bien souvent, on travaille main dans la main. Donc, et je trouve que j'aime bien quand c'est eux qui travaillent ce document-là parce qu'ils vont se l'approprier. Ils seront plus forts. Si c'est juste une consultation d'1 heure, vous allez peut-être effleurer et après il faut quand même se repencher dessus, je pense, pour aller fouiller un peu plus loin parce qu'on ne pense pas juste comme ça au premier abord à tout ce qui peut être important à mettre dans ce type de document, je pense. Et puis surtout si on n'est pas habitué à le faire. Tout à fait, en plus, et ça permet de s'approprier aussi son projet. Une fois qu'on l'écrit, on se l'approprie davantage. Et puis après, on laisse aussi un document à la commune. Et oui, ça peut arriver que ce ne soit pas ce terrain-là, ça sera un autre, ça sera peut-être la commune voisine. Ce document, il existe et puis il permet aussi après d'être réutilisé, quoi. Mais pas plus tard que ce matin, j'ai conseillé une personne qui vient d'avoir un refus bancaire pour son financement. Et je lui ai dit, peut-être qu'on peut prendre les choses d'une manière différente avec un crowdfunding. Mais avant de faire le crowdfunding, il faut lister, avant le financement participatif, il faut lister déjà exactement ce dont vous avez besoin, ce que vous avez déjà et exactement qui vous êtes, pourquoi, comment, qui vous connaissez, lister les gens que vous connaissez, les classer pour savoir qui vous pouvez contacter rapidement, moins rapidement, etc. avant d'aller plus loin. Mais il y a aussi possibilité avec ce type de document de convaincre la mairie, mais là c'était plus le problème de convaincre la mairie, mais c'était convaincre les financiers, donc la banque c'est fini, mais on peut convaincre d'autres types de financiers en financement alternatif ou participatif, mais il faut partir de ça en fait, savoir comment présenter le projet et qui on est de manière complète. Comment on le fait pour la banque? La banque c'est pareil, il faut arriver avec un dossier qui soit quand même bien préparé en amont. Pas juste parce que sinon tout de suite ça peut être, surtout dans nos produits un peu insolites, ça peut être vu un peu comment dire, truc un peu superficiel. Les banquiers ils ont pas de chiffres, ils ont pas de data, donc on a beau amener des chiffres, là ils ont amené des chiffres puisqu'ils ont amené les chiffres de l'observatoire de l'habitat léger là, des hébergements insolites. Et malgré ça, avec les taux de remplissage, avec le prix moyen des nuitées, etc. Les banquiers ils ont fait non, on ne connaît pas, on ne sait pas, vite, courage, fuyons quoi. J'ai le cas moi sur du flottant, tu vois, habitat flottant. Alors c'est pareil. Super niche avec une rentabilité topissime. Mais pour eux, je sais pas comment dire, ça rentre pas dans les cases. Exactement. C'est pas ça comme quelque chose. C'est pas un bateau, mais on habite dessus et ça flotte. Alors du coup, le foncier, le machin, c'est perdu. Voilà. Mais même la tiny house, pour info, prêt immobilier, pas possible. Parce que pour eux, c'est pas d'immobilier, c'est mobile. C'est mobile. Et donc du coup, on a sur certains terrains, ce qu'on est obligé de faire pour avoir le pré-émo, c'est d'enlever. Vous crevez les pneus. Non, en fait, on enlève les pneus. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est que on va poser la tiny sur des pieux vissés au sol. Ah. Et voilà. Et du coup, la tiny. En mode mobil-home, quoi. Vous vendez la tiny en mobile-home. Oui, pour avoir son pré-émo, tu vois. On est obligé d'arriver à ça, parce qu'au niveau de la banque, ça passe pas, quoi. Ça passe pas. Parce que pour eux, ça doit être attaché à un foncier. Ça va être, il doit y avoir des fondations. Des fondations. Et après, ça reste du déplaçable, c'est-à-dire que la tiny, demain, si on veut l'enlever du site, on est toujours de l'habitat réversible. Voilà. Ceci dit, la tiny house, quand je regarde dans tous les projets que j'ai pu accompagner, le nombre de personnes qui a vraiment profité de la remorque pour la revendre, il y a très peu. Bien souvent, la tiny, quand elle est posée, quoi. Donc, pourquoi pas aussi, mais c'est quand même des sujets qu'il faut prendre en amont. Donc, dans toutes les consultations que moi je peux avoir au départ, qu'est-ce que vous avez en tête? Beaucoup ne savent pas ça. Ils disent mais c'est bon, et crédit à la conso, c'est plus la même histoire. C'est pas les mêmes taux, et puis c'est pas les mêmes montants non plus. Donc emprunter 60 000 en crédit à la conso, là,
Bah oui, et sur une durée qui est plus courte. Bah oui, c'est ça va être 5 ans maximum, Donc, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, 7 ans, voire 10 ans, j'ai eu du 10 ans. Mais l'idée, c'est de dire quelle est votre enveloppe, votre budget, la part aussi que vous avez d'apport, plutôt la mettre sur l'habitat que sur le foncier. Tu vois, il y a plein de petites choses comme ça qu'il faut imaginer. Bien sûr. Donc, et c'est pour ça que quand tu disais tout à l'heure le parti location, où je suis pas propriétaire mais je loue à mon emplacement, c'est super parce que quand tu vois déjà que la partie financement c'est un sujet qui est assez épineux, ça permet de pas passer, se dire bon ok, aujourd'hui je peux pas le faire, je peux pas être propriétaire, mais je sais que je peux le faire en étant locataire et je démarre comme ça. C'est ça. Ça me permet de faire un cash flow et puis après de tester aussi. Et tester, tout à fait. De prendre de l'expérience. Carrément. Et puis après de grandir et faire d'autres projets ensuite quoi. Voilà. Il y a un autre point super important, Céline, tu sais, on nous pose souvent la question, c'est comment on fait pour les réseaux. Alors, ça veut dire en amont, en aval, donc assainissement, approvisionnement, électricité, eau. Voilà, comment on se débrouille avec tout ça qui peut être très contraint et très problématique pour installer nos hébergements. Souvent, j'ai des personnes qui me disent « Ah, moi je veux faire de l'autonomie, je veux que ma tiny soit autonome, je veux que mon habitat soit autonome et tout. » Et je dis oui, c'est très bien, et moi je suis pour ça. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a une réglementation qui est là par rapport au terrain. Ouais. Donc un terrain qui est nu, s'il y a le tout à l'égout qui est là, il faudra se raccorder au tout à l'égout. Même si vous voulez faire de la phytoépuration, vous ne pourrez pas faire de la phytoépuration parce que le tout à l'égout est là. En fait, il y a l'installation, donc il faut participer au coût de cette installation. Voilà. Elle a été faite là, donc il faut... le coût d'un raccordement, on va dire 2000 €, ça dépend des tranchées qu'il y a à faire, etc. Oui, ça dépend du nombre de mètres linéaires à faire, mais déjà, le tout à l'égout, c'est quand même beaucoup moins cher qu'une microstation ou qu'une phyto, ainsi de suite. Ça fait augmenter la taxe foncière, mais d'un autre côté, c'est quand même beaucoup moins de problèmes à gérer et à installer. Et installer le coût initial, c'est rien à voir. Donc déjà, la règle, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a sur ce terrain-là et d'être en conformité par le terrain. Ensuite, si le terrain n'est pas raccordé au tout à l'égout, donc là, on est en ce qu'on appelle un assainissement autonome. Ouais, non collectif. Non collectif, tout à fait. Et donc là, c'est le SPANC qui vient donner son autorisation. Là, aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que la phytoépuration, donc l'assainissement par les plantes, le SPANC a donné son accord, qui est quand même une solution qui est quand même simple, de bon sens, qui n'est pas disgracieux dans son jardin. Parce que quand tu enfouis une microstation, tu ne peux rien mettre dessus, tu ne peux pas trop rouler dessus. Bon, en plus, on te demande de le mettre sur la zone constructible. Donc moi, à chaque fois, je fais des dérogations en disant pour la mettre sur la zone non constructible. C'est de plus en plus accepté par le SPANC, mais il faut faire la demande. Ça, je savais pas, Sinon, tu es obligé de la mettre sur ta zone constructible. Donc quand tu as un terrain qui est une partie constructible et une autre partie qui ne l'est pas, voilà, alors forcément, souvent c'est un peu plus loin pour la mettre, mais ça te permet quand même de garder ton foncier de la partie constructible. Ouais, c'est important. Ça, c'est important. Après, ça dépend aussi de la pente, parce qu'il faudra aussi une pompe de relevage. Donc, bon, il faut analyser. Mais encore une fois, c'est le terrain qui va définir. Après, l'électricité, il faut te raccorder. Pareil, c'est vrai que c'est comme ça, mais si tu veux mettre des panneaux solaires, il faudra quand même te raccorder et puis après rajouter tes panneaux solaires. Donc, c'est un coût, forcément. Et après, le raccordement est obligatoire à l'électricité ? Oui, le raccordement est obligatoire. Et si le réseau passe à proximité ? Si le réseau passe à proximité, oui, tout à fait. Alors il y a deux choses sur le raccordement, parce qu'il faut évidemment créer un compteur, donc ça c'est la partie privative, donc ça c'est à vos frais. Et il y a la partie réseau qui doit arriver au droit du terrain quelque part. Et si c'est pas prévu, on peut en faire la demande, je crois, à la mairie. C'est ça. Mais suivant le coût, la mairie peut refuser ou accepter ou refuser. Et bien souvent, ils acceptent moyennant une participation. Donc là, il faut faire la demande via un certificat d'urbanisme et vous dire ça coûte 8 000 €. La mairie va dire moi je prends 3 000, mais de moins en moins ils prennent. Donc on se retrouve avec des surcoûts. Moi j'ai eu le cas sur un terrain qui avait un très beau terrain. Alors, il était en couloir, donc tout en longueur. On a réussi par un travail paysager à faire quelque chose de très sympa avec une vue mer. Mais il y avait un coût qui était non négligeable parce qu'ils n'étaient pas du tout raccordés. C'était vraiment en fond d'une petite passerelle. Et le client a eu pour 15 000 €. Ça monte vite. Ah oui, je crois que la participation a été de 6 500 ou quelque chose comme ça. Déjà, juste la création d'un compteur, c'est autour de 1 500 à 2 000 €. Oui. Donc dès qu'on rajoute du câble sur la voie publique, là, ça rigole pas du tout. S'il faut rajouter des poteaux en plus ou enterrer, suivant les contraintes locales, les factures grimpent sévèrement. Et donc après, il y a un arbitrage à faire. Le client me dit, en même temps, ce terrain il est constructible, c'est vrai qu'il n'est pas facile d'accès. Lui, il l'a vu comme un investissement.
en se disant demain je veux le revendre. Vu où il est, on a plus de terrain constructible avec une vue mer. Donc c'est une vraie valeur ajoutée pour le terrain. Donc voilà, donc après c'est une pépite, c'est un terrain que j'avais trouvé et c'est vrai qu'on a aussi pu négocier le terrain à la baisse avec ça, ces arguments. Ah, oui. Écouté, oui, effectivement. ah bah oui, je ne sais plus combien il faisait le terrain, en disant bah, attendez le raccordement, on a fait un certificat d'urbanisme, on a le prix, ça coûte tant, on a permis aussi de négocier. Donc ça fait partie aussi de l'accompagnement que je fais au départ. Donc au-delà de trouver des terrains ou vous accompagner sur le terrain, c'est aussi l'approche financière et d'avoir des leviers pour négocier, quoi. C'est important aussi. Voilà. Okay. Et puis aussi le potentiel après sur ce terrain-là, là, il a mis une tiny house aujourd'hui. Demain, il pourra en mettre une deuxième sans problème. Est-ce qu'on a aussi pensé le terrain en disant on fait cette déclaration-là, en se disant demain on pourra en faire une autre. Aujourd'hui, il n'avait pas les moyens financièrement. Ça c'est important aussi. Et voilà. Et dans 5 ans, je pense qu'il revendra peut-être l'ensemble. Et on a déjà vu aujourd'hui à combien ça a coûté ça peut être valorisable. Et combien ça peut être valorisé ensuite. Quoi. J'ai une petite annonce à faire à propos du Spank parce que je reçois énormément de photos de stations d'épuration. Je ne sais pas pourquoi, je crois qu'il y a un problème avec mon numéro de téléphone personnel qui est proche de celui du Spank. Alors régulièrement, on m'envoie des photos en me disant oui, je comprends pas, j'ai pas eu mon certificat du Spank et tout. Je n'y suis pour rien. Hein, donc... Ah ouais, voilà. Par contre, je voulais juste distinguer l'histoire des eaux noires et des eaux grises. Ça peut être important parce qu'à partir du moment donc les eaux grises sont plus faciles à traiter, c'est les eaux de vaisselle et de pipi, grosso modo, hein, on va dire, et de douche. Ouais. Mais par contre, dès qu'il y a des toilettes, là on passe en eau noire. Donc eau noire, c'est fosse septique ou raccordement au tout à l'égout obligatoire. Oui, après, disons, il y a un assainissement qui est plus complexe que si on a juste des eaux grises. Oui, après, sinon, tu peux passer en toilette sèche si tu veux. Voilà, c'est un peu ça la question. Ça se fait très bien aussi. Tout dépend de l'expérience client, que tu souhaites, ce que tu veux faire. Et après, il y a plein de types de toilettes sèches aussi qui existent. Ça se diversifie bien. C'est bien diversifié quand même ces dernières années avec des produits qui sont plus qualitatifs, plus faciles à gérer aussi. Voilà, moi, en termes titre perso, j'étais agréablement surprise. Moi, ma tiny house, j'aurais pu la raccorder, mais j'ai voulu faire la phyto et passer mes toilettes en toilettes sèches. Okay. J'ai pas de problème d'odeur. Franchement, après, c'est la gestion à avoir. Par contre, il faut du foncier pour pouvoir épandre les copeaux. Oui, voilà, c'est ça. Puis ça veut dire que tu dois conserver ça pendant 3 ans. Oui. 3 ans. Avant de pouvoir remettre sur le terrain. Voilà, c'est ça. Mais ça se fait très bien. Il y a plein de produits, qui existent là-dessus. Et ce qu'on voyait dans l'observatoire des hébergements insolites, c'est que c'était pas, selon les clients, hein, c'est pas un critère rédhibitoire d'avoir des toilettes sèches, ça fait pas fuir le client pour parler clairement. Non, par contre, faut bien. Moi, je sais que je l'ai mis peut-être 2 à 3 fois dans mon annonce. Je l'ai mis. Pour pas qu'il y ait de surprise à l'arrivée. Voilà. Moi, mon mari, je me rappelle l'anecdote, donc c'était il y a 3 ans, quand j'ai reçu ma tiny house pour faire, donc c'est mon bureau, à la fois je le mets en hébergement touristique, Airbnb. Okay. Elle m'a dit, mais attends, tu passes en toilette sèche, tu verras, personne va vouloir la louer, tu auras beaucoup moins de... Non, je suis obligée de refuser aujourd'hui, moi. Non. Et ça permet aussi... alors c'est vrai qu'en tiny, tu viens rarement passer une semaine. Tu passes 2-3 nuits grand max dans la tiny. Mais les familles qui viennent même avec les enfants, ça leur permet de leur expliquer. Parce que moi, en plus, je leur explique quand même, on met de l'eau potable dans les toilettes, quoi. Donc ça aussi, il faudra qu'on en parle. Mais dans tous les projets, moi, je les incite à récupérer l'eau pour les mettre dans les toilettes. L'eau potable dans les toilettes. C'est ça. À un moment donné, de l'eau qui a été traitée. Toi qui voyages, qui pars partout dans le monde entier, en France, on n'a pas de sensibilité là-dessus. Nous, on a une cuve d'eau pluviale ici. C'est catastrophique. Mais c'est complexe, c'est un surcoût à la construction parce qu'il faut gérer double réseau, des vannes, etc. Parce que si vous n'avez plus d'eau, il faut repasser sur le réseau. C'est quand même, ça a été un surcoût sur la maison. C'est vrai que c'est un surcoût, mais alors quand même, tu te dis c'est quand même... Voilà, après c'est du militantisme, il faut... Voilà, complètement. Aujourd'hui c'est du militantisme, peut-être que demain ça deviendra obligatoire, hein, parce qu'il y a une vraie question sur l'eau et pas qu'en France, donc voilà. L'eau devient l'or bleu et je pense que, en tout cas moi j'ai sensibilisé, je leur dis aussi que c'est un surcoût,
Mais si on peut vraiment, quitte à faire, je trouve que c'est encore mieux. L'intégrer tout de suite. Ouais. À l'intégrer tout de suite, c'est quand même chouette. Et donc, pour revenir à la question, non, moi, ça m'a jamais empêché de louer ma tiny house. De toute façon, ceux qui vont dans les festivals ou autres, c'est les toilettes sèches. Ils sont habitués maintenant. Bah oui, donc, non, en tout cas, c'est pas un critère pour louer moins. Oui. Voilà, par contre, c'est une gestion à avoir. C'est ça, il faut le prendre en compte dans la conciergerie du logement. C'est ça, c'est plutôt ça qu'il faut prendre en compte, c'est comment ça va être géré. Moi, c'est facile, entre guillemets, parce que je suis... sur place. J'ai ma résidence principale et j'ai ma tiny house. Oui. Après, vraiment, si c'est pour faire de l'investissement et tu passes par une conciergerie, la conciergerie, je veux te dire ça va un peu peut-être bloquer certains, si tu dois gérer les toilettes sèches, ainsi de suite, quoi, tu vois. Donc, comment c'est géré? Potentiellement, ils ne sauront pas comment faire, en fait. Il faudra il faut passer par une phase d'éducation. Voilà, d'éducation ou autre, donc voilà. Et puis, après, ça dépend, le terrain, il y a tout à l'égout ou pas, bah, tu te raccordes, du coup, il n'y a pas de sujet. Donc, voilà. Donc on revient toujours au même. Hein. Le foncier, c'est le terrain qui va vraiment dessiner ton projet. Oui. Et qui va du coup donner la structure de dépenses et la structure de rentabilité. Le ton sur ta thématique de projet, l'expérience, qu'est-ce que tu veux apporter comme expérience, quelle approche du tourisme durable tu veux en faire. Donc plein de questions, qui en fait un projet passionnant d'ailleurs. C'est ça, parce que c'est pas juste louer des nuitées et encaisser les loyers, quoi. Voilà. Ça va quand même beaucoup plus loin. On va plus loin, ouais, tout à fait. Bah, en tout cas, moi, c'est ce que je souhaite impulser avec toutes les personnes que j'accompagne, quoi. Ouais, tout à fait. Bah, c'est pareil avec les dômes, là, les nouveaux dômes qu'on a en dur, en verre et panneaux imitation bois. On est vraiment sur un produit top. Au niveau qualité, durabilité, etc. Donc on va jouer justement sur la différenciation et l'expérience pour pouvoir créer une offre durable de dôme et pas simplement les bâches PVC qu'il fallait changer, etc. avec des expériences que tu n'es pas toujours au top par rapport au prix qu'on attend de ce type de logement. Ouais, je suis d'accord. Puis en plus, ces questions, tu dis, je ne le fais pas pour 2-3 ans. Quoi. Quelque chose, c'est quand même que ça soit s'inscrit dans la durée. Quoi. Ouais. Ouais. Et donc là, tu as bien expliqué que du coup, il faut bien prendre en compte tous les aspects dès le départ, et ça c'est le terrain qui va pouvoir donner cette vision. Et en pensant à tous ces points-là, on va chercher plus loin justement dans l'offre, dans la création d'expériences, et ça va nous amener à la question suivante. On arrive à la fin. Presque. Mais avant ça, je voulais avoir ton point de vue sur l'avenir du secteur, parce qu'on assiste vraiment à une professionnalisation. On voit qu'il y a des gros groupes qui s'intéressent maintenant au glamping, surtout à l'habitat de loisirs insolite. Et donc toi, comment tu vois un petit peu la suite des événements dans ce secteur d'activité qui est en plein bouillonnement et en même temps encore jeune en France? Oui, encore jeune en France, donc je trouve que ça bouge beaucoup. En tout cas, j'ai trouvé que ça avait beaucoup bougé cette dernière année aussi. Il faut se professionnaliser, ça c'est important, ça c'est vrai. Et deuxièmement, la France était aussi en retard par rapport au marché de l'insolite, si on parle de l'insolite, contrairement aux autres pays d'Europe. Pays-Bas, on parlait en tout cas du village flottant. Ça existe depuis, je sais plus, mais quelques années déjà. Nous, en France, de pouvoir vivre, on le fait bien sûr sur les péniches. C'est des visionnaires, les Hollandais aussi, ils vont être obligés de vivre sur l'eau à un moment donné. Ils sont déjà habitués avec leurs péniches. C'est clair. Non mais c'est vrai. Mais nous aussi, on y arrive. En plus, on a quand même dans certains endroits qui sont hyper densifiés. Il y a des points d'eau, on pourrait l'imaginer, quoi. Ça. Et faire et là, on n'est pas que sur de l'habitat hébergement touristique, mais sur de l'habitat en résidence principale, et permettre tout à chacun de pouvoir se loger. C'est ça qui est important, c'est se loger. Il y a une climatisation naturelle, du coup. Ouais, c'est ça. Tout à fait, nickel. Donc oui, il faut se professionnaliser. On était quand même un peu en retard par rapport à d'autres pays, donc on va se développer. Donc ce qui veut dire qu'il y a encore énormément de choses à faire, quoi. Au niveau des tendances, tu parlais un peu plus tôt là des habitats flottants. Est-ce que tu en vois d'autres tendances dans le secteur? Tout ce qui va être, on l'a quand même sur tout ce qui va être cabane perchée, sur tout ce qui est upcycling. Je te parlais également un constructeur avec qui je travaille qui recycle tout ce qui est foudre, donc des anciens des tonneaux en fait, qui transforment en hébergement. Donc tout ce qui est upcycling, c'est important aussi. Je pense que ça peut se développer. Cabane perchée, monter en gamme aussi.
monter en gamme. Tu prenais l'exemple du dôme, d'avoir quelque chose qui soit plus durable. C'est ça. Ouais. Oui, parce que et c'est vrai que beaucoup, quand on parle du dôme, ils voient la structure avec juste une bâche dessus. Donc c'est pas une solution qui peut être pérenne dans le temps. Non, c'est beaucoup de maintenance et puis finalement ça peut être aussi compliqué à exploiter sur une grande période de l'année. Alors qu'avec des dômes en dur, du coup, on étend la possibilité. Voilà, il y a toujours des avantages et des inconvénients à chaque solution. Mais moi, je crois vraiment à l'avenir des dômes par ces dômes en dur, en verre et double vitrage. Et l'autre tendance aussi que je vois, c'est avant, il y a très très longtemps, nos anciens, ils vivaient ensemble. Et après, du coup, les enfants partent. Et là, moi, je retrouve encore aujourd'hui, il y a un revirement, c'est-à-dire que chacun veut vivre chez soi, mais non très loin aussi. C'est-à-dire que là, j'ai eu plusieurs fois des demandes où c'était madame qui va penser pour elle, pour avoir ses 2 petits habitats à côté pour ses filles, qui vont demain aussi peut-être avoir leurs enfants. Et également la mamie qui peut être là, et avant qu'elle parte en maison de retraite, qui peut aussi vivre, mais avoir un habitat qui soit de plein pied, pas forcément très grand, et puis d'avoir, pourquoi pas, penser une serre ou un autre bâtiment pour faire quelque chose de collectif quand on doit faire leur grande tablée pour faire réception ou une petite réunion de famille ou un dîner tout simplement. Et ça c'est nouveau quoi, parce que je l'avais pas perçu il y a 3 ans, mais aujourd'hui j'ai des demandes dans ce sens-là. Donc un terrain avec plusieurs petit habitat, je veux dire. Plusieurs cellules de vie, quoi. Des lieux de vie, des petits lieux de vie, tu vois. Du ensemble, mais pas toujours ensemble aussi. Ça, le dôme se prête à fond à ça, que ce soit les dômes connectés, avec un dôme principal et puis des satellites autour, ou déconnectés sur le même territoire. Et là, tu viens intergénérationnel aussi. Ah, Chacun aussi peut, et on vient aussi mutualiser les coûts. Oui. C'est bien aussi d'avoir, quand tu as des enfants, quand tu as mamie qui est non très loin, c'est chouette, même si mamie ne doit pas être nounou aussi, mais ça peut aussi dépanner. Puis mamie, elle a envie aussi d'avoir de la vie, que être c'est ça, dans sa maison toute seule, tu vois. Donc, et je trouve que ça fait sens. Et c'est plus facile à mettre en œuvre que dans une maison classique qui va faire 130 mètres carrés, si tu veux, avec des coûts qui sont inhérents. Après, tes enfants, ils ont grandi, tu te retrouves dans une grande maison, que là, tu as plus d'agilité. Et en plus, c'est du déplaçable. Donc demain, ton dôme, tu le grutes, hop, tu veux le mettre ailleurs ou tu veux le revendre pour. C'est ça. Tu vois. Ouais. Et ça, il y a encore plein de choses à explorer à ce niveau-là. On y avec pense pas une emprise sur le terrain finalement qui est beaucoup moindre que l'habitat classique. Et vivre avec moins. Vivre avec moi. De toute façon, plus tu as d'espace, plus tu vas charger ta maison. Et au contraire, te dire qu'est-ce qui me fait vibrer, c'est quoi? C'est d'avoir mon petit coin nature, d'avoir ma petite pièce de lecture si je veux lire, d'avoir mon petit moment parce que je sais pas moi, je suis fan de foot, alors j'avais avoir ma pièce pour regarder mes matchs et retrouver mes copains. Moi je pratique la sculpture, la poterie, d'avoir mon petit espace pour pouvoir le faire aussi, le partager avec d'autres, avec mes enfants, tu vois, c'est vraiment penser. La philosophie de la tiny, c'est tu rentres un objet, mais tu dois en sortir un. C'est bien pour un. Et tu vis avec le dedans dehors. La tiny, tu as 30% qui est vitré. Dans une maison, tu n'as jamais 30% qui est vitré. Donc tu as vraiment un éclairage naturel qui est là, qui te pousse aussi à sortir et être dehors. Et si tu n'as pas de jardin, parce que tu as une petite parcelle, mais c'est d'être dehors aussi en emprise avec ta vie. Oui, juste par la vue déjà. Et du coup, on souffre moins aussi de l'espace qui peut être exigu. Quand on a une vue, ça change la vie, la vue. La vue, tout à fait, c'est tout à fait ça. Mais moi, je le vois, je travaille dans ma tiny, j'ai un grand châssis fixe qui est là, qui donne sur un petit bout de terrain, j'ai mes petites poules là, si tu veux, c'est pas pareil que de te retrouver dans un immeuble en béton, c'est clair. Et t'as pas de fenêtre, t'es là, c'est sympa d'avoir ton collègue en face des fois, mais tu vois, mais c'est complètement différent, tu vois, en termes de créativité, d'apaisement, les matériaux qui t'entourent. Voilà. Donc ça nous parle ici parce que du coup on observe les écureuils tous les matins qui font la course en haut des arbres. Sophie, elle a aperçu un chevreuil qui est venu l'autre jour presque devant la baie vitrée. L'air dans les toits, les feuilles. Les saisons. Prendre vraiment aussi conscience du passage des saisons. Ça c'est extrêmement important et c'est ce qu'offrent aussi je pense les habitats
les habitats légers et l'habitat insolite, bah, c'est des parenthèses comme ça dans des vies plus urbaines. Ça permet de venir se ressourcer ouvert dans des endroits magnifiques. Donc on en revient au foncier, la recherche de terrain. Et on a la chance de vivre dans un pays magnifique. Alors c'est vrai que tu dis tu voyages, tu vois. Mais en France on a des régions qui sont juste dingues, quoi. Donc tu vas dans le sud de la France, tu vas dans des paysages très différents. Ouais. Très différents. Tu veux du vallonné, pas du vallonné. Tu veux du froid, du sec. Tu veux. On a de la chance quand même sur un petit territoire comme ça d'avoir une variété. Donc il n'y a pas besoin toujours de partir. De faire des milliers de kilomètres. Oui. Ouais. Et même le tourisme, non très loin de chez toi. Moi je sais que dans la Tanie, quand je suis toujours impressionnée, je dis mais vous habitez où? Ah ben en fait ils habitent Nantes. Et ils viennent, je suis à 20 minutes de Nantes, ça, si tu veux. Mais parce qu'ils vivent en appartement dans Nantes. Et ils disent, bah, pourquoi prendre ma voiture, faire 3 heures de voiture? Bah, en fait, je vais chercher une déconnexion. Au risque de rentrer dans les bouchons le dimanche soir. C'est ça. Et rien que là, autour, bah, tu vois, ils ont des petits chemins de randonnée. Ils ont l'esprit déconnexion déjà d'être dans un habitat. J'ai dit, moi, j'ai pas la machine à café Nespresso. Hein, tu vas faire ton petit café, mais ça fait partie de l'expérience, tu vois. Donc, bah, tu veux des œufs, bah, va chercher les œufs, t'as des œufs frais, et tu repars le lundi au travail. Ressourcé alors que t'as pas été forcément très loin. Et t'as pas été très loin. Ouais. Donc, et tu connais mieux ton terroir. Ton environnement, t'as fait des rencontres, des expériences, tu libères aussi l'esprit, et t'es reboosté. Ok, super. Bah, je crois qu'on a fait le tour, hein, c'est pas mal. Hein. Si vous avez des questions, évidemment, vous les postez en commentaire, on y répondra avec plaisir. Céline, on te retrouve, on met aussi le lien vers ton site en commentaire parce que tu accompagnes les gens. Tu peux nous dire un dernier mot là-dessus pour savoir quelle est ta valeur, comment tu peux aider les porteurs de projets à réaliser leur recherche de terrain, par exemple? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que donc, moi, j'accompagne toute personne qui ont vraiment un projet, résidence principale ou hébergement touristique. Sur la recherche, on passe du terrain, ça peut être de A à Z jusqu'à l'installation. Et après, c'est à la carte. Donc là, j'ai développé surtout la partie formation pour rendre les personnes autonomes. Soit je le fais avec eux ou pour eux, ou soit je les forme vraiment à être autonomes, complets. Et je suis toujours non très loin, bien évidemment. Je travaille pas toute seule, c'est aussi important de le dire. Donc j'ai une dessinatrice, un architecte, toutes des personnes qui sont pas salariées sur les IPS, mais j'ai créé un peu un écosystème avec aussi des partenaires. Avec des personnes ressources, du coup. Voilà, des constructeurs, bah tu en fais partie aussi, parce qu'on est vraiment de façon dans notre milieu, on est sur un écosystème. Hein, oui. Et ça leur permet à chaque fois de dire, bah écoutez, je peux vous mettre en relation avec un tel. Voilà, ça on peut le faire pour vous. Une thématique d'insolite, Amandine, elle va vous travailler vraiment sur une thématique. On a eu l'idée de faire quelque chose autour de Bali. Bon, on l'a fait sur Bali pour une cliente. Quelqu'un qui fait un salon de coiffure dans une tiny house. Excellent. Mais je trouve ça super. Ouais. Et l'esprit amène vraiment une expérience. Elle me dit, ben voilà, moi j'aimerais. En plus, ça me permet d'être chez moi, chez mes enfants, ainsi de suite. Et donc voilà. Donc les projets sont variés. Et pour moi, il n'y a jamais il y a toujours une solution. On peut toujours trouver une solution. Ceux qui disent oui, mais j'ai pas le budget encore et tout. Oui, mais on peut être locataire, on peut commencer comme ça. C'est quoi votre idée? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est ça. Ouais. Voilà. Il faut être créatif, il faut sortir des sentiers battus. Voilà. C'est exactement ce qu'on fait tous pour l'habitat insolite et des hébergements allégés. Donc franchement, il faut pas hésiter. Il faut aller jusqu'au bout de ses rêves parce que je dis souvent, les rêves, c'est pas fait pour être noté sur le papier, c'est fait pour être vécu, pour être transformé en réalité. Tout à fait. Et chaque jour, tu vois, une action chaque jour, c'est important. Et se dire, je l'ai en tête, j'ai jamais fait. Et puis beaucoup me disent ça. Oh Céline, depuis que je vous rencontre, ça y est. Mais oui, il faut croire en ses rêves. Je pense qu'il faut vraiment. Après. C'est pas dit qu'on va le faire dans un an, c'est pas possible, on va le revoir autrement, mais il y a toujours... C'est bien de timer quand même parce que ça met un petit sentiment d'urgence, mais très bonne astuce. Des fois, on se fait une montagne d'un projet comme ça parce qu'effectivement, il y a plein de choses. Il y a des choses qu'on maîtrise, d'autres qu'on maîtrise pas, d'autres qu'on connaît même pas. Et en même temps, bah voilà, avancer petit à petit vers ce projet, c'est la manière la plus sûre d'y arriver. Tout à fait. Se mettre des actions par jour, par semaine. Moi, je suis là pour décomposer aussi, parce que beaucoup, il y en a disent, comme tu dis, ils voient le truc qui est énorme. Ouais. Et quand on coupe en petites étapes, finalement, on sait quasiment tout faire, ou on sait trouver les personnes ressources. Tout à fait. Et on fait des points 15 jours après. On dit, bon, on se rappelle à 15 jours après. Et elle dit, ah bah oui, et vous vous rappelez avant? Ah bah oui, j'avais pas avancé d'un poil, bah on en est là, et puis on avance. Alors des fois on recule,
et puis on fait 2 pas en arrière, enfin un pas en avant, quoi. Mais bon, c'est la vie et c'est ce qui fait la richesse de la vie. Donc merci encore pour cette parenthèse enchantée. Bucolique. Bucolique enchantée. En plus avec une grosse chaleur et je me dis que Ouais, là, on a dû changer un peu la table de place parce que la caméra chauffait. Moi j'allais me prendre un coup de soleil sur la carafe avec tous mes cheveux là. L'huile de ricin n'a pas fait effet. Non, parce que je pense qu'il doit faire au moins 35 ou 36 degrés, mais on le subit pas trop parce que bah voilà, encore Ici, une fois. il y a de l'air. Bah oui, et puis il y a la végétation, il faut mais des années pour arriver avec des arbres. Voilà, bah ils ont tous à peu près 40 ans environ ouais. ici les arbres. Ouais. Donc merci. Avec plaisir, merci à toi Céline et puis on se retrouve très bientôt, on aura certainement encore d'autres choses à échanger ensemble ici sur la chaîne et puis pour les projets de peut-être le vôtre, peut-être plein d'autres projets. Plein de choses à écrire. Exactement, donc à très bientôt Céline, ouais. Merci à toi. Merci. Voilà, j'espère que cette interview avec Céline vous a donné un bon coup de boost et surtout des clés pour avancer sur votre projet. Si vous voulez aller plus loin, que vous cherchiez un terrain ou que vous ayez besoin d'aide pour convaincre votre mairie, on peut vous aider. Sur geodome.co, on propose des dômes géodésiques conçus pour la location ou l'habitat léger et nous sommes en lien avec des pros comme Céline pour vous accompagner à chaque étape. Pensez à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout partager cette vidéo à quelqu'un qui rêve de lancer son propre projet d'hébergement insolite. A très vite pour un nouvel épisode de La Maison dans les Bois. Ciao! C'est une petite blagounette là. C'est marrant ça que ta chérie là. Ouais, petite blagounette. Petite elle trouvait que c'était trop sérieux, c'est pour ça elle a dit que c'était trop sérieux. C'est pour ça. Oui, on a été quand même super sérieux et tout. C'est pour ça. Parce que c'était trop sérieux à la fin. C'est la chaleur. Non, pas trop sérieux. Ça, ou ouais, je sais pas. Une blague.